Bonjour à tous. Donc, merci à la SOMSA de me permettre de communiquer sur la mésothérapie. Donc, la méso pour les intimes, c'est une technique que tout le monde connaît. Certains d'entre vous la pratiquent certainement. Mais au final, c'est une technique qui reste assez mystérieuse. Hein. On ne sait pas trop d'où elle vient, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a très peu de preuves scientifiques. Hein. Donc tout ça fait que c'est une technique qui est perçue, à juste titre, comme une médecine qu'on peut qualifier d'alternative. Hein. Et même parfois pour les plus virulents de charlatanisme. Donc j'aurais pas beaucoup d'études à vous proposer, voire aucune, pour la simple raison qu'il n'y en a pas. Hein. Donc c'est une efficacité qui est purement empirique. Hein. Voilà, donc la mésothérapie, d'où ça vient, hein. Donc c'est une origine franco-française, hein, ce que peut-être explique pourquoi il n'y a pas d'études faites dessus. Hein. Donc le père fondateur de la méso, Michel Pistor, qui a une soixantaine d'années, s'est rendu compte que quand il traitait ses patients par voie intradermique, ben, ça fonctionnait. D'où c'est là que la mésothérapie est née, hein, avec l'adage fondateur de la méso qui est de rapprocher le lieu du traitement du lieu de la pathologie. Si on pouvait définir la méso en quatre idées, c'est une technique d'administration, hein, donc c'est une galénique, hein, au même titre que le pérose, topique, intra-articulaire, intramusculaire, etc., hein, d'un ou plusieurs médicaments. Donc on va injecter des substances pharmacologiquement actives, hein, ce qui l'exclut du domaine des médecines douces. Hein. Donc on n'est pas dans l'acupuncture, hein, on va vraiment injecter des médicaments, globalement tout ce qui a une AMM en injectable. Hein. Par voie d'injectable épidermique, mais surtout intradermique. C'est ça qui fait le propre de la méso, c'est qu'on ne traverse pas la peau. Et on traite de manière locale par rapport à la pathologie à traiter, c'est-à-dire qu'on va traiter la surface de peau la plus proche possible de l'organe qu'on cherche à atteindre. Donc on va chercher plutôt l'effet diffusif plutôt que l'effet systémique. Donc deux principes qui agissent un petit peu comme un garde-fou à la pratique de la méso, hein. C'est qu'on va traiter peu, rarement et au bon endroit, et qu'on va respecter la règle de l'accrochage thérapeutique. Donc qu'est-ce que c'est cette règle de l'accrochage thérapeutique? C'est qu'on ne fait pas de deuxième séance si la première n'a apporté aucun résultat, premièrement, et qu'on ne fait pas de séance s'il n'y a pas de douleur. D'accord? Donc pas de notion de préventif en méso. Alors la méso, comme je vous ai dit, il y a très peu de littérature à ce sujet. Donc j'ai encore regardé hier sur PubMed, on tape mésothérapie, au total 167 études, tout compris. Hein. Et si on va plus loin, qu'on tape mésothérapie plus tendinopathie, seulement deux sorties dans des revues que je ne connaissais pas et qui datent des années 90. Donc pas grand-chose. Hein. La principale et même la seule source documentaire de la méso, c'est la revue de mésothérapie. Hein. Donc c'est une revue qui reste confidentielle, accessible uniquement aux adhérents de la Société française de mésothérapie. Donc comme vous pouvez vous en douter, des études de faible valeur scientifique avec de faibles effectifs, monocentriques, pas beaucoup de rigueur scientifique, hein, donc c'est une efficacité qu'on peut qualifier de totalement empirique. Hein. Néanmoins, malgré tout ça, l'ANAS a reconnu la méso dans l'indication antidouleur, a reconnu la méso comme une des alternatives de lutte contre la douleur. Donc c'est quand même une technique qui reste reconnue par les autorités de santé. Alors, la méso, de manière générale, dans quoi on va s'en servir. Alors, si on passe de côté la médecine humaine conventionnelle, ben, c'est beaucoup utilisé par les vétos. Hein. Et ça a même été utilisé par les vétos avant la médecine humaine. Hein. Donc les vétos en font beaucoup plus que nous. Il semble même que les vétos apprennent la méso dans leur cursus initial. Hein. Et à côté de ça, on a une large indication esthétique. D'ailleurs, si vous amusez à taper mésothérapie sur PubMed, vous verrez que les 3/4 des articles, ça concerne des études de médecine esthétique. Hein. Donc dans une indication anti-âge, anti-ride, hein, par la technique qu'on appelle du mésolift. Et en médecine, on va dire, conventionnelle, humaine, ben on peut traiter tout ce qui provoque de la douleur. Donc le champ d'action privilégié, c'est bien sûr les troubles de l'appareil musculo-squelettique, hein, mais en théorie,
On peut traiter tout ce qui provoque une douleur, du trouble fonctionnel intestinal au syndrome canalaire, en passant par les douleurs cancéreuses, etc. Alors attention, je ne dis pas qu'on traite le cancer par la méso, mais qu'on traite les douleurs induites par le cancer. Alors si on se concentre plus spécifiquement dans les tendinopathies, alors là pareil, qu'est-ce qu'on peut traiter? Théoriquement, on peut traiter tous les types de lésions tendineuses, qu'elles soient aiguës chroniques, qu'elles soient œdémateuses, nodulaires, fissuraires et autres, et tous les étages de la jonction myotendineuse à l'anthèse. Donc j'ai pas fait figure ici, on peut aussi traiter toutes les annexes, toutes les bursopathies et les ténosynovites. Alors, on peut voir la méso comme un traitement concurrent. Concurrent, bien qu'on puisse les associer, on peut le voir comme un traitement concurrent aux autres alternatives thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou physiothérapiques. On peut voir ça, par exemple, comme un traitement intermédiaire entre une thérapeutique antalgique péros et injectable IV ou intramusculaire ou intra-articulaire, quelque chose de, disons, plus soft que l'infiltration pure, mais un petit peu plus complexe que le péros ou le topique. Donc ça, c'est vraiment l'indication privilégiée, c'est la douleur tendineuse. À côté de ça, en fonction du produit qu'on injecte, on peut aussi viser une action cicatrisante, ce qui peut concurrencer, donc je vais certainement faire rire certains, mais le PRP ou les autres techniques de physiothérapie, donc de choc, d'écart-thérapie, etc. Mais bien sûr, ce qui est d'ailleurs systématiquement fait en pratique, on peut associer toutes ces alternatives. Alors, bien entendu, comme le PRP, comme les infiltrations, comme la prolothérapie, etc., ça ne dispense pas d'une prise en charge globale, rééducative, de mobilisation, de renforcement excentrique, de correction posturale, prise en charge podologique, etc. Donc la mésothérapie, bien entendu, ne suffit pas en soi. Alors, en pratique, c'est simple, tout le monde a sa manière de faire. Vous ne verrez pas deux mésothérapeutes faire de la même manière. Alors bien sûr, on est tous d'accord pour dire que la méso n'a pas sa place dans un gros traumatisme tendineux de type rupture complète, avec indication chirurgicale urgente. Mais à côté de ça, vous verrez vraiment toutes les manières de faire. Donc c'est quelque chose qui est quand même basé sur les habitudes du praticien, et même aussi souvent, même parfois plus, sur les habitudes du patient, et même parfois du sportif. Donc il y a même des praticiens qui font exclusivement de la mésothérapie. Donc chaque consultation, ils vont faire de la mésothérapie. À côté de ça, c'est quand même plus ou moins mon cas, je fais de la mésothérapie principalement à la demande du patient. Donc 3/4 de mes actes de mésothérapie, c'est à la demande du patient. Et parfois même, des patients qu'on ne peut même pas appeler patients, mais plutôt sportifs, puisque c'est juste dans le cadre d'une petite gêne. Donc un sportif qui vient nous voir, qui peut jouer sans aucun problème, il n'est pas limité, mais par contre il ressent un petit truc sur une séquelle d'entorse qui est survenue il y a 2-3 ans, avec un petit truc qui le gêne en fin de match. Bonjour docteur, est-ce que vous pouvez me faire une petite séance de méso? Ok, il n'y a pas de problème, on fait, c'est une bonne indication. Alors maintenant, à quelle fréquence on peut faire les séances? Là, pareil, chacun a ses habitudes. Donc, par contre, on est tous d'accord pour dire qu'on ne fait pas de méso tous les jours, même en phase aiguë, hyper aiguë. D'accord? Tout ça pour des questions de cicatrisation cutanée. On peut rapprocher les séances grand maximum tous les 3-4 jours, plutôt 4 jours, mais pas plus. Donc ça, c'est pour la phase aiguë. Après, en phase chronique, alors, il y a vraiment tous les cas de figure. Ça peut aller du sportif qui vient faire sa séance tous les mois, ou vient faire sa séance à toutes les trêves ou toutes les intersaisons. Par contre, s'ils viennent faire leur séance toutes les semaines au long cours, là, on essaie bien sûr de les calmer. En vertu du principe peu rarement au bon endroit. Par contre, il n'y a aucun seuil de fréquence qui a été considéré comme toxique. Si on respecte ces 3-4 jours entre deux séances, il n'y a jamais aucun effet indésirable qui a été rapporté. Alors, quels produits on va injecter? Donc, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser tous les produits qui ont l'AMM en injectable. D'accord? Donc, le principe,
et qui fait aussi le propre de la mésothérapie, c'est qu'on va pouvoir associer plusieurs produits en fonction de l'effet qu'on recherche, hein, d'accord? Alors vous me direz, une infiltration, on peut aussi mettre un peu de xylo avec le corticoïde, c'est vrai. Mais là, en plus, on va pouvoir utiliser 3 produits, voire plus. Alors, la règle, c'est pas plus de 3 produits dans la seringue pour des questions de stabilité chimique. Mais par contre, rien ne nous empêche, si on décide de se servir plus de 3 produits, d'utiliser 2 seringues. Donc ça on a droit. Alors, systématiquement, on va diluer avec de la xylocaïne. Donc la xylo, elle sert pas pour l'effet anesthésien, mais plus pour diluer le produit, donc 2 cc. Le 3e cc, on va quasi systématiquement mettre du pyroxicam, donc pour l'effet plus antalgique qu'anti-inflammatoire. Et le 4e cc, on va faire varier en fonction de l'indication, de la localisation. Hein, d'accord ? Donc si on a une composante ostéochondrale, on va utiliser de la calcitonine. Si on a un effet œdémateux, là on va chercher l'effet anti-œdémateux de l'étamsilate, donc le dicinone. Et alors après, en phase chronique, sur des fibres cicatricielles, etc., alors là, voilà, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut qui va nourrir le tendon. Hein. Complexe polyvitaminique, vitamine C, mag injectable, il existe tout un tas de produits comme ça qui sont censés agir à visée nourrissante, cicatrisante, défibrosante. Alors je vous ai dit qu'on pouvait injecter tous les produits qui ont un l'AMM en injectable, c'est pas tout à fait vrai, c'est quasi tous les produits. Hein. Donc il y a une règle absolue, ça tout le monde est d'accord, jamais de corticoïdes dans une seringue de méso, hein, d'accord ? Donc pour des raisons de nécrose cutanée, hein. Donc bien que ce soit rare, ça a quand même été décrit. Hein. Et un effet indésirable qui est quand même beaucoup plus fréquent, pas grave, mais beaucoup plus fréquent, c'est la dépigmentation cutanée. C'est pas méchant, mais c'est quand même pas très esthétique. Donc ça m'arrive de temps en temps, je vois un peu ancien avec une zone douloureuse chronique où je vois une grosse tache blanche, et là, tous les coups, c'est un patient qui s'est fait traiter en méso par des corticoïdes. Alors, comment on va pratiquer la méso, quel matériel? Donc je passe sur tout l'aspect antisepsie, etc., compresse stérile, chlorhexidine. Donc il y a 2 manières de faire de la méso. Hein. Soit la manière qu'on appelle manuelle, à la seringue et à l'aiguille, où on va exercer une pression constante sur le piston pour induire un débit continu avec des mouvements répétés pour induire plusieurs ponctions. Et à l'aide d'une aiguille qui est spécialement dédiée à la mésothérapie. On s'en sert dans rien d'autre que la mésothérapie. C'est des aiguilles qui sont faites que pour la mésothérapie, comme on peut voir figuré ici à gauche. Donc c'est des aiguilles de 27 G et 4 mm de profondeur. Donc 4 mm de profondeur, ça ne permet pas d'aller plus loin que le derme profond. Donc pour rappel, le derme profond, c'est 4 mm. Et la deuxième manière de faire, c'est par des pistolets spécial mésothérapie. Donc là, qui vont induire le débit continu et des mouvements de va-et-vient réguliers. Donc la marque du pistolet, pour ceux qui veulent en acheter, c'est Pistor, comme le fondateur Pistor, donc là on a le modèle 5, le Pistor 5. Alors, j'ai pas la même chance que Professeur Co, je voulais vous montrer une vidéo, malheureusement ça marche pas, donc ça c'est un cas typique de lésion que je traîne en pratique, donc jeune basketteuse de la SIG, qui vient me voir en consultation. Donc elle me parle de son tendon qui lui fait mal depuis 3-4 ans, donc elle arrive quand même à gérer avec le kiné, elle fait ses exercices de prévention, mais de temps en temps ça la gêne, c'est-à-dire je la laisse parler, ça dure 10 minutes, je commence un petit peu à voir où elle veut en venir, et à la fin je lui demande mais pourquoi vous venez me voir? Et là elle me dit mon kiné m'a dit que vous faisiez de la méso, donc je voulais voir si vous pouviez en faire. Ok, très bonne indication. Voilà, donc ça c'est vraiment le cas typique. Je vous avais prévenu, on enlève, c'est vraiment un topo qui est pratico-pratique. On enlève tout l'aspect scientifique, ce qu'on ne peut pas faire d'ailleurs en méso, pour la raison qu'il n'y a pas de preuve. Suite à la séance. Bien sûr, on essaie de rester propre pendant quelques jours. On évite d'aller tartiner de crème ou de gel anti-inflammatoire. Et on évite d'aller macérer en piscine. Bien que la peau, si on reste en intradermique, il y a un faible risque d'infection cutanée. Bon, on conseille quand même de rester propre. On autorise les douches, voilà, à l'eau, au savon, si on sèche bien après, il n'y a pas de problème.
Concernant la conduite à tenir chez les sportifs qui sont en activité, pour les séances de méso, de confort, comme on appelle, alors on n'est pas aussi strict que pour les injections cortisonnées, hein, où on demande un repos strict de 10-15 jours minimum. Hein. Donc là, on autorise à retourner sur le terrain. Alors en principe, on essaie de le faire le jour de récupération. Donc on demande aux patients, peut-être n'y allez pas ce soir, mais à partir de demain, c'est bon. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de la méso? Ben, c'est une corde à l'arc supplémentaire dans l'arsenal thérapeutique pour le traitement des tendinopathies. Hein. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est totalement empirique, c'est purement basé sur la conviction du praticien et parfois même sur celle du patient et même du sportif. Hein. Donc peu de preuves, pas de preuves scientifiques. Hein. Et elle s'intègre dans une prise en charge globale, rééducative et autres. Hein. D'accord ? Donc si vous voulez moucher les Américains et leur montrer qu'on peut avoir des techniques françaises inventées par les Français qui marchent, ben, je vous invite à faire des essais contrôlés, randomisés, des méta-analyses sur la mésothérapie. Merci.